La gouvernance de l'Internet, nous l'avons compris, est un sujet aussi vivant que complexe. Ces acteurs sont en perpétuelle réflexion sur son périmètre et sur l'inclusion de différentes questions qui se posent à l'échelle internationale. Parmi ces enjeux, citons notamment la neutralité du réseau, la réglementation des contenus en ligne, les violations des droits d'auteur, les litiges autour de pratiques commerciales en ligne ou la cybersécurité. La cybersécurité, justement, parlons-en. Un des scandales qui a le plus fragilisé la gouvernance de l'Internet, c'est sans doute l'affaire Edward Snowden. C'était en 2013, rappelez-vous. Snowden, un analyste de sécurité pour un sous-traitant de la NSA, fait fuiter des dizaines de milliers de documents décrivant le programme de surveillance massive de l'agence américaine. Des rapports militaires sur la guerre en Afghanistan dévoilés par Wikileaks en 2010 ont plongé dans la finance offshore, ces fuites majeures qui ont donné lieu à des enquêtes tentaculaires. En 2018, c'est une nouvelle affaire qui éclate, la fuite des données Cambridge Analytica. Nous verrons en quoi ces affaires ont mis ou non à l'épreuve les grands principes fondamentaux de la gouvernance de l'Internet et ont relancé les débats sur sa définition. Pierre Bonis, directeur général de l'AFNIC, l'association chargée de gérer le registre Internet des noms de domaine en .fr, est avec nous pour nous aider à démêler toutes ces questions d'actualité. Quels ont été les impacts de ces scandales sur la scène médiatique et numérique ? Ont-ils eu des répercussions sur les utilisateurs d'Internet au quotidien ? Et l'instauration du règlement général sur la protection des données, le RGPD de l'Union européenne, est-elle une conséquence de ces affaires ? Pierre Bonis, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après Snowden dans l'histoire de la gouvernance de l'Internet ? Oui, certainement. On peut le dire, c'est la fin de la naïveté. L'affaire Snowden. La fin d'une idée qui serait que Internet est fait par des gens bien, pour le bien, et qu'il n'y aura jamais rien de négatif qui s'y passera. C'est ça la naïveté ? Alors, Internet est fait par des gens bien, je le confirme. Maintenant, effectivement, la fin de la naïveté sur le fait que Internet n'a pas besoin véritablement de se protéger techniquement, car ce qu'il apporte est tellement formidable que personne n'a envie de le casser. Oui, il faut se protéger. C'est ça ce que ça dit, cette affaire. Voilà. Et à un moment donné, on se dit, alors il y a des gens, ils sont pas forcément là pour le casser, mais ils peuvent être là pour en tirer un profit qu'on n'avait pas nécessairement identifié. Donc c'est ça, Snowden, au fond. Et c'est plus grave que ça. Et c'est là que c'est un stress test pour la gouvernance de l'Internet. Un stress test que la gouvernance de l'Internet a passé, d'ailleurs. Mais c'est que les organismes dont nous avons déjà parlé précédemment, ICANN, IETF, W3C en grande partie. Je vous renvoie vers le premier épisode de cette conversation. Voilà, absolument. Ces organismes-là sont des organismes qui sont sur le territoire des États-Unis. Le gouvernement américain, c'est ce qu'il dit en anglais, ça s'appelle steward, c'est-à-dire est le garant. Il y a donc une forme d'autorité morale du gouvernement américain. Même les non-américains disent, en fait, l'autorité morale américaine existe parce qu'ils ne sont jamais intervenus à mauvais escient et nous ont toujours laissé faire ce que nous voulions faire. Oui, mais si c'est le gouvernement américain qui profite des failles du protocole pour écouter tous les autres gouvernements du monde, alors à ce moment-là, on a un problème car nous avons un garant qui est en conflit d'intérêts. Le stress test, c'était est-ce que la communauté technique d'Internet, celle qui est à la base de la gouvernance, était capable de faire évoluer les protocoles en disant ces exploitations de nos protocoles que vous avez faites pour écouter, espionner, avoir accès à des éléments qui ne vous étaient pas destinés, nous allons faire évoluer les protocoles pour que vous ne puissiez plus le faire. Et c'est le S qui apparaît après le HTTP dans nos adresses qu'on met dans notre navigateur. C'est la face la plus visible, c'est que les organismes de gouvernance technique, et notamment l'IETF en l'occurrence, poussent des adaptations de protocoles avec du chiffrement de bout en bout, dont on parle beaucoup aujourd'hui sur l'utilisation de WhatsApp, etc. Et finalement, dans les protocoles de base d'Internet, ça arrive après Snowden, et quasiment du jour au lendemain, ou du mois au mois suivant, les recommandations des standardisations disent « vous chiffrez tout de bout en bout ». Et donc ça paraît incroyable, mais ce S, qui est la partie immergée de l'iceberg, permet d'avoir une certitude du cryptage pour qu'on ne puisse pas être espionné dans notre navigation et dans ce qu'on produit sur Internet. Je veux faire une petite précision parce que je ne pourrais pas dire que l'utilisation d'HTTPS à lui tout seul vous empêche de vous faire pirater. Ce serait faux. Il y a plein d'autres moyens. Mais par contre, ce qui circule sur Internet, les requêtes que vous faites, soit par le DNS ou par HTTP, elles sont chiffrées de bout en bout. Donc, la requête elle-même est beaucoup plus difficilement interceptable. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, on change d'époque.
on part d'une époque où les protocoles Internet sont aussi ouverts que leur description. Aujourd'hui, vous pouvez lire la description d'un protocole, mais dans cette description, il y a marqué « il faut que ça soit chiffré ». Avant, dans la description, il n'y avait pas marqué « il faut que ça soit chiffré » et finalement, la requête était aussi transparente que la description du protocole. Donc, on a vraiment cette modification fondamentale qui est en réponse à Snowden. D'accord. J'aimerais qu'on revienne. En 2014, il y a eu un sommet mondial extraordinaire qui s'est tenu à Sao Paulo, le Net Mundial, pour définir l'orientation d'une future gouvernance mondiale d'Internet. Quelles étaient alors les priorités affichées et quel a été le bilan? Alors, un bilan tout à fait remarquable. Des priorités, il y en avait une. C'était, est-ce que l'architecture de gouvernance de l'Internet telle qu'elle a été consacrée par le sommet mondial sur la société de l'information, est-ce qu'elle est toujours pertinente après Snowden? L'éléphant dans la pièce, la question c'est, est-ce que le stewardship, est-ce que l'autorité morale et la garantie apportée par le gouvernement des États-Unis dans cette architecture-là mérite plus qu'avant d'être interrogée? Net Mundial, c'est les Brésiliens, c'est pas un hasard, Dilma Rousseff, grand BRICS, et puis une présidence brésilienne qui est pas complètement alignée sur les États-Unis à l'époque, qui dit « Venez tous chez moi, on va voir si c'est toujours aussi valable d'accepter sans la questionner la caution apportée par le gouvernement des États-Unis. » Et finalement, tout le monde se met d'accord, et c'est ça, Net Mundial, sur 2 points. D'abord, la réaffirmation du modèle multi-acteur. Et c'était un vrai danger à l'époque. On aurait très bien pu imaginer que tout vole en éclats. Avec des vraies logiques géopolitiques qui sont derrière. Avec des vraies logiques géopolitiques derrière. Il y avait plein de possibilités que ça dérape complètement. Net Mundial, réaffirmation du modèle multi-acteur. Et alors, avec quelque chose de très intéressant, c'est que là, on commence à définir quels sont les rôles respectifs des gouvernements, de la société civile, etc. On fait l'effort de dire les gouvernements, c'est l'intérêt général. La société civile, c'est l'intérêt individuel et les droits attachés aux personnes. Liberté d'expression, etc. Le secteur privé, c'est le financement du développement d'Internet et l'innovation, etc. On commence à préciser un peu plus les choses. Et deuxième point, le plus important, est-ce qu'on peut trouver un système de remplacement de la caution des États-Unis sur la racine d'Internet qui ne soit pas ni un autre pays, ni l'Organisation des Nations Unies? Et tout le monde se met d'accord pour dire ce serait une bonne idée de trouver un système de remplacement. Et c'est comme ça que commence la réforme de l'ICANN qui va commencer juste après Net Mundial. Alors, je précise qu'on parle aussi des données. Dans ce sommet-là, on commence déjà à parler des données des utilisateurs et des utilisatrices. Ça met les prémices de grandes réformes qui vont intervenir après, notamment en Europe. On pense au RGPD. Ah, tout à fait. Disons que de grandes réformes, de grandes idées européennes déjà présentes qui vont finir par s'imposer à des endroits du monde où elles n'avaient pas lieu. C'est une des avancées, post-Snowden et post-Net Mundial, c'est de dire les règles de fonctionnement d'Internet doivent rester universelles et issues du consensus. Par contre, l'application des lois sur Internet, elle peut être distincte d'un pays à un autre, d'une région à une autre, parce que simplement les systèmes politiques et les consensus politiques sont pas les mêmes en Europe, en Amérique latine, en Asie, etc. C'est-à-dire que on sort aussi d'une forme, le mot est un peu fort si je parle d'impérialisme, mais on sort d'une forme d'évidence culturelle qui était que comme c'était les entreprises américaines qui avaient porté Internet et les premières innovations sur Internet, finalement, c'était leur cadre juridique et réglementaire qui devenait la norme pour les utilisateurs. Et ça change aussi après Net Mundial. C'est ça. Pierre, une des décisions de Sao Paulo, c'est d'opérer une transition qu'on appelle la transition IANA, qui a mené à des réformes importantes au sein de l'ICANN. Est-ce qu'on peut en dire plus sur cette transition IANA et quand a eu lieu ce processus, dans lequel je crois la FNIC a eu un rôle particulier? Oui, tout à fait. C'est effectivement une des conclusions logiques du sommet de Sao Paulo, du Net Mundial, de vouloir rechercher une alternative à cette garantie morale qu'apporte le gouvernement américain au bon fonctionnement de la racine d'Internet. Il faut donc trouver un système qui ne soit ni les Nations Unies, ni un pays en particulier pour remplacer ce rôle historique du gouvernement américain. Et on décide que c'est à l'intérieur de l'ICANN qu'on va trouver ce système-là et qu'on va, comme disent les anglo-saxons, faire du check and balance, trouver des mécanismes qui vont permettre de s'assurer que les protocoles sont suivis à la lettre par les équipes techniques qui gèrent la racine et que s'il y a un problème, il y a des panels internationaux qui se réunissent, dont la FNIC fait partie, pour voir où est l'écart au protocole.
Ça a été une discussion qui a été très intense, évidemment, qui emportait des enjeux qui pouvaient potentiellement être très importants sur la construction même d'Internet. Et je dois dire d'ailleurs que l'AFNIC, à travers le directeur général de l'époque, Mathieu Weil, a joué un rôle majeur là-dedans, puisqu'on a été désigné pour coordonner les discussions et l'organisation de cette transition pendant les 2 ans à peu près qu'ont duré les négociations à l'intérieur de l'ICANN pour trouver le nouveau système, qui aujourd'hui est en place. En 2018 éclate un autre scandale, Cambridge Analytica, qui, on se le rappelle, a contribué, en tout cas des observateurs expliquent, que une société privée a aspiré des données pour orienter le vote anglais dans le cadre du Brexit. Comment la gouvernance de l'Internet a été liée ou pas à ce scandale, Pierre? Alors la gouvernance de l'Internet ne pouvait pas ni prévenir ni guérir ce scandale, pour la bonne raison que Cambridge Analytica, Facebook, le gouvernement britannique et d'autres gouvernements qui peut-être ont piloté tout cela, ne sont pas des acteurs de cette gouvernance de l'Internet. En tout cas, pas dans ce rôle-là. Ce sont des gens qui ont des intérêts privés ou des intérêts d'État et qui décident de respecter plus ou moins des lois ou des traités. L'architecture d'Internet n'y peut rien. Ce que Facebook fait des données qui sont inscrites en son sein, c'est lié à Facebook et au contrat qu'il pourrait faire avec une société privée. Exactement. C'est absolument pas lié à l'Internet tel qu'on le définit dans cette collection depuis le début, aux URL qu'on pourrait noter, aux extensions. Rien à voir avec la gouvernance de l'Internet. Non, c'est de la violation contractuelle et de la violation de loi probablement aussi. Il m'appartient pas à moi de le dire, mais si on voulait lier ça à la gouvernance de l'Internet, alors il faudrait dire que on aurait dû fermer Internet. Ça, c'est sûr que si Internet marchait pas, Facebook aurait pas fonctionné et il y aurait pas eu Cambridge Analytica. Mais c'est à peu près ça le niveau de précision que la gouvernance de l'Internet et les acteurs de la gouvernance auraient pu avoir en réaction à cela. Ça n'empêche que c'est quelque chose qui a été assimilé à Internet parce que, pour certains GAFAM, leur poids est tellement important que pour les utilisateurs, ils représentent Internet. Et donc, quand il y a un dysfonctionnement majeur sur une plateforme quasi monopolistique, par exemple Facebook sur les réseaux sociaux, pour beaucoup d'observateurs, et d'ailleurs parfois pas que des utilisateurs, des législateurs, le problème vient d'Internet et pas de Facebook. Et ce n'est pas le cas. Parce qu'ils confondent les deux. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour ces éclairages. On a pu mesurer avec vous l'impact des scandales comme l'affaire Snowden sur la confidentialité des données. Et pour la première fois depuis la création de l'Internet, ces révélations ont créé les conditions d'un schisme entre industriels de l'Internet et gouvernement américain, on l'a vu. Mais ces affaires nous montrent aussi la réactivité et la mobilisation des acteurs de la gouvernance de l'Internet face au tumulte de l'actualité et aux possibles dérives. Cette coopération multi-acteurs s'appuie donc sur des bases solides dans l'unique but de protéger les utilisateurs au quotidien. Dans le dernier épisode, nous resterons au cœur de l'actualité en vous dévoilant les grands chantiers en cours de la gouvernance de l'Internet et aussi comment apporter votre pierre à l'édifice. Très bonne écoute sur derrière-le.fr et merci Pierre. Merci.